première femme vainqueur l'année dernière. Elle a été élue personnalité des sports mécaniques en Allemagne en 2001, devant les frères Schumacher. Elle a mis du temps avant de s'imposer. Aujourd'hui, elle est leader, modèle et fer de lance. Nous vivons dans une culture de plus en plus égalitaire. Les femmes croient plus en leur chance et se lancent dans des métiers d'hommes. Et puis évidemment, quand elles me voient gagner le Paris-Dakar, les femmes se disent « Tiens, en fait, c'est possible aussi pour nous ». Voilà messieurs, vous êtes prévenus, on ne se laissera pas faire. Départ à 20h en football. Hein. Ça va, c'est ton premier Dakar, toi? Je t'ai jamais vu sur le rallye. Ouais. Et si tu as un problème, t'hésites pas à t'arrêter sur un CP ou tu vois, hein, faut pas. On est commissaire pour te surveiller, mais on est aussi là pour si tu as des problèmes pour t'aider. Hein. Ouais, c'est pas. On a des sucres, on a de l'eau, hein, puis alors tout le camelback bien plein, tu vois. Oui. Hein, faut boire. Ouais. Comme ça va? Oui, ça va. Et quand tu arrives au bivouac, c'est pareil, charge pas tout de suite la moto, pense à toi d'abord. Oui. On s'aperçoit que les machines sont bien préparées, mais les hommes se relâchent un petit peu, donc c'est toi d'abord et la machine après. Oui, hein, on est toujours sur le fil, hein. Mais c'est super, ça nous permet de le faire vraiment avec une passion. C'était Un portrait un jour sur France 2 avec Total. 3 vous donne rendez-vous avec Total. Soleil, de dunes, de grands espaces. Sur France 3, le rêve se réalise pour vous. Il suffit de tourner la clé de contact. Une journée de course dans l'ailleurs absolu. Le journal du Dakar, tous les soirs à 20h15 en direct sur France 3. D'Arras dans quelques secondes, le journal du Dakar, avant tout le sport. À la une de l'actualité aujourd'hui du football, avec un changement d'entraîneur. C'était un peu prévu, mais maintenant c'est officiel à Lorient et à Nantes. Martial Fernandez. Ce soir d'Arras. Pour l'heure, pas de compétition. Les concurrents commencent en douceur par une liaison de 441 km jusqu'à Châteauroux. Ils y effectueront cette nuit leur premier bivouac avant d'en découdre demain sur les 6 km du tracé de la souterraine lors de la spéciale d'ouverture. Devant une cour de justice. Espérons que la compétition se jouera cette fois-ci sur la piste. Partis dans la nuit, les concurrents ont aujourd'hui rejoint Châteauroux, d'où sera lancé le départ de la seconde étape, direction Narbonne. D'Arras, pour l'heure, pas de classement puisque les concurrents ont commencé en douceur par du goudron et une liaison de 441 km jusqu'à Châteauroux. Ils y ont effectué cette nuit leur premier bivouac. Les choses sérieuses commencent aujourd'hui à la Souterraine avec une première spéciale de 6 km. Et puis parmi les premiers concurrents à s'élancer chez les autos, Jean-Louis Schlesser fait partie des favoris. Double vainqueur de l'épreuve sur buggy, le Français s'aligne cette année au volant d'une Kangoo. Après avoir imposé une 2 roues motrices, son nouveau pari est de consacrer un diesel. Laurent Dupin. À la fois inventeur génial, pilote doué et expérimenté en Afrique, Jean-Louis Schlesser est un personnage à part qui aime les paris. Il y a quelques années, il décide de construire un buggy pour être le premier à remporter le Dakar avec un véhicule 2 roues motrices, pari tenu en 99 et 2000. À 53 ans, il lui fallait une nouvelle motivation. On a gagné à peu près tout en 2 roues. Au départ, on avait fait le pari de 2 roues, les gens ne nous croyaient pas. On ne croyait pas qu'on allait y arriver. On a gagné des courses, ensuite on a gagné la Coupe du Monde, on a gagné le Dakar. Et puis là, essayer de gagner en diesel, c'est un challenge. On va peut-être pas y arriver tout de suite. Et j'espère, enfin en tout cas, je suis là pour gagner. Hein. Mais c'est pas facile. Pas facile, même si Schlesser bénéficie de l'aide de Renault qui lui fournit ce moteur diesel. Officiellement, ce véhicule s'appelle Kangoo, même s'il n'a pas grand-chose en commun avec le modèle de série. Mais il ne faut pas se tromper, le châssis est réalisé par l'équipe Schlesser. Renault nous a fourni un DCI qui marche très bien. Et nous, on a été chargé de l'implanter dans la voiture. On a construit une voiture autour de ce moteur avec tout ce que ça comporte, évidemment, les refroidissements, la répartition des masses et ainsi de suite. Bien sûr, Schlesser ne prend pas des risques inconsidérés avec ce véhicule car le châssis du buggy a toujours été efficace et le moteur diesel permet d'embarquer 100 kg de carburant en moins, c'est beaucoup. En revanche, ce 4 cylindres de 200 chevaux devrait être moins rapide en vitesse de pointe. Mais Schlesser ne met pas tous ses œufs dans le même panier. En effet, il engage 3 voitures, 2 diesel et une essence, pilotées par José Maria Servia. On n'est jamais trop prudent.
Nuit, Paris. Ils étaient sur le périphérique où les attendaient de nombreux passionnés. Dans le public, évidemment, beaucoup de fans de Johnny Hallyday, mais personne ne l'a vu passer. Déception et ambiance tout de même avec Alain Dubas et Didier Morel. Les gens l'appellent l'idole des dunes, il y en a même qui l'envient. Et ils étaient nombreux à retenir la nuit pour le voir passer. Il y a mon idole qui fait partie du Paris-Dakar qui a pris le départ ce matin, tout moins ce soir, Johnny, et j'aimerais bien le voir passer avec la voiture. Pour voir Johnny passer, pour le premier Dakar qu'il fait, c'est génial. Seul Laurent Bourgnon, le navigateur, s'arrêtera pour profiter de la vague d'encouragement. On fait bien les choses, hein. Regarde, moi je suis chaud. Allez, à toi. Côté romantique, c'est joli. Mais côté sécurité, l'arrêt sur le périph', c'est pas terrible. En attendant, pour les fans de Johnny, c'est loupé à 3 h du matin, personne ne l'avait vu, alors le périph' s'est vidé. C'était le bitume en attendant les dunes. Depuis la première édition du Paris-Dakar, il y a 24 ans, de nombreuses stars se sont intéressées à cette aventure pas comme les autres. On y a vu des acteurs, des princesses, des enfants de chefs d'État, mais aussi bien sûr des chanteurs. Johnny Hallyday a été précédé par Daniel Balavoine qui s'était beaucoup investi personnellement pour aider l'Afrique. Julien Hérisson. Le Paris-Dakar, c'est souvent le pari des stars. Avec un bonheur évident, l'acteur Claude Brasseur fut le premier à y participer dès 1981. César du copilotage, il remporte l'épreuve 2 ans plus tard, aux côtés de Jackie X. Si certains auraient voulu être un artiste, il y a des artistes qui auraient voulu être un pilote. Michel Sardou a fait le Dakar, mais y a connu quelques galères. Ça va, j'ai poussé tout seul, mais comme ton cul. Daniel Balavoine aimait l'Afrique. En 86, il accompagne le rallye dans un but humanitaire, venir en aide aux populations africaines. Cette année-là, Balavoine se tue dans un accident d'hélicoptère. Un prince dans le désert, Albert de Monaco, et sa sœur Caroline ont eux aussi goûté au sable des pistes en 1985. Si le showbiz a rendez-vous avec la dune, certains sportifs ont suivi la même trace. Copa Anctil ou Michel Hidalgo, ancien sélectionneur de l'équipe de France de football. Depuis 1998, le champion de ski Luc Alphand est aussi de la partie, tout comme le skipper Laurent Bourgnon. On pourrait croire que le Dakar, c'est tendance. Mais loin des podiums et de la presse people, ces hommes veulent savoir ce qui se cache de l'autre côté de la dune. De la spéciale disputée aujourd'hui dans la catégorie moto, victoire pour Tiainen en 6 minutes 14 secondes. Il devance Roma de 13 secondes et Després de 14 secondes. Enfin, nous ont commencé aujourd'hui à la souterraine avec une première spéciale de 6 km dans la catégorie auto. Vous voyez le classement, victoire pour Fernando Gil et Raphaël Tornabel au volant d'une Seat Cordoba. 2e place pour Miguel Prieto. Stéphane Peter-Hansel est 3e. Puis vainqueur l'an dernier, l'Allemand Jutta Kleinschmidt est 8e. Déception en revanche pour Jean-Louis Schlesser, seulement 68e à 3 minutes 38 du vainqueur. Et puis pour l'anecdote, Johnny Hallyday termine 79e. Dans la catégorie moto, c'est le Français Pierre Quinonero sur KTM qui est le premier leader de l'épreuve. Il devance de 5 secondes le Finlandais Karl Tainen. 3e place pour l'Espagnol Juan Roma. A noter qu'en raison de mauvaises conditions météo, les camions n'ont pas disputé cette spéciale. Les Espagnols Gir Tornabel sur Seat et le motard français Quinonero sur KTM. Une épreuve disputée, vous le voyez, dans la boue. Ce soir, les concurrents doivent rejoindre Narbonne après 500 km de route. D'accord. Avec Raymond Boisseau, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions? Bah oui, parce que moi j'ai commencé comme ça, j'ai commencé comme eux, avec pas beaucoup de moyens, une moto bien sûr différente, parce qu'à l'époque ça n'était pas avec la technique d'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il faut... Bon, je me suis battu puis j'y suis arrivé. Donc, mais je leur parle aussi de la motivation qu'il faut avoir pour faire ce qu'ils font, parce que c'est aussi l'histoire du rallye que l'on doit transmettre en tout cas. Si on peut vous aider, n'hésitez pas à le dire, hein. D'accord? C'est la 22e fois que je suis sur l'épreuve. En général, quelque part, ceux qui ont un jour envie de partir m'ont peut-être vu une fois au moins sur le rallye. C'est bien, je pense que c'est un bon compromis. C'était Un portrait un jour sur France 2 avec Total.
Le Dakar en direct de Narbonne. Avant tout le sport, premier titre c'est du football. Vahid un peu moins valide que d'habitude. Vahid Halilhodžić, l'entraîneur de Lille, s'est blessé en faisant du ski aujourd'hui. Blessé important au poumon, c'était à Val d'Isère. Richard Coffin. Troisième avec plus de 7 minutes de retard. Une mauvaise surprise partagée par son coéquipier et patron Jean-Louis Schlesser, l'un des favoris, 68e seulement. Johnny Hallyday, ici à l'image, est 79e. Demain, le rocker et les autres parcourront 895 km, dont 35 km de spécial. Direction l'Espagne, Madrid. Pour les concurrents du Dakar 2002 dont le départ a été donné hier. Première spéciale aujourd'hui, première véritable mise en jambe dans le fameux rallye raid. 6 km dans la gadoue du parc des activités de la souterraine. Les plus rapides en auto, l'équipage Gil Tornabel. Stéphane Peter Hansel sur son pick-up Nissan termine 3e avec 29 secondes de retard. 6e position pour le duo Fontenay-Picard. 8e place seulement pour Jutta Kleinschmidt devant Grégoire Demévius. À noter la 29e place de Bruno Sabi, la 68e place de Jean-Louis Schlesser et 79e position pour notre Johnny Hallyday national. En moto, c'est Pierre Quinonero qui a dominé la spéciale devant Kari Tianen à 5 secondes. 3e, Juan Nani Roma. 4 autres Français dans les 10 premiers. Cyril Després, 4e. Jean Brussy, 6e. Ex-aequo avec François Flick qui sont suivis par Christophe Meillat. 11e position pour Richard Sankt. L'Italien Fabrizio Meoni termine 16e. Vu le mauvais état du terrain, les favoris n'ont pas voulu prendre de risques. Les réactions mitigées recueillies par Laurent Dupin et Stéphane David. Ça allait encore, il faisait pas trop froid. La pluie, bon, c'était un peu gênant, mais bien couvert, ça allait. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est d'être parti aussi tard. Je pense que c'était un petit peu stupide de partir si tard, parce que rouler de nuit sous la pluie, je veux dire, on a très peu de visibilité, c'est assez dangereux. Bon, ça s'est très bien passé, c'est le plus important. Et maintenant, j'espère qu'on va aller vers le soleil assez rapidement. Oh, c'est amusant, c'est comme ça, hein, mais il y a beaucoup de bourgs, mais bien sûr pour une voiture il est neuf, comme ça il est pas neuf maintenant, mais je crois que c'est bon pour il y a beaucoup de visiteurs. C'est un petit peu glissant et c'est dur pour rouler dedans, mais ça va. Quadruplé autrichien aujourd'hui dans la deuxième descente de Bordeaux. Et sur les 6 km très boueux du parcours, c'est le Français Pierre Quinonero qui s'est imposé chez les motos devant le Finlandais Kari Tianen et l'Espagnol Juan Roma. Richard Sankt est 11e, le vainqueur de l'an passé Fabrizio Meoni est 16e à un peu plus d'une minute. Et puis chez les autos, vous le voyez, la première place est revenue à l'Espagnol Fernando Gil sur Seat Cordoba. Stéphane Peter Hansel est 3e, l'Allemand Jutta Kleinschmidt 8e. Jean-Louis Schlesser n'a terminé que 68e au volant de son buggy de roue motrice. A noter enfin la 79e place de Johnny Hallyday. En ski, Dupin et Stéphane David. Ça allait encore, il faisait pas trop froid. La pluie, bon, c'était un peu gênant, mais bien couvert, ça allait. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est d'être parti aussi tard. Je pense que c'était un petit peu stupide de partir si tard, parce que rouler de nuit sous la pluie, je veux dire, on a très peu de visibilité, c'est assez dangereux. Bon, ça s'est très bien passé, c'est le plus important. Et maintenant, j'espère qu'on va aller vers le soleil assez rapidement. Oh, c'est amusant, c'est comme ça, hein, mais il y a beaucoup de bourgs, mais bien sûr pour une voiture il est neuf, comme ça il est pas neuf maintenant, mais je crois que c'est bon pour il y a beaucoup de visiteurs. C'est un petit peu glissant et c'est dur pour rouler dedans, mais ça va. Et le Dakar, c'est aussi 80% d'amateurs et cette année 30% de néophytes. Le motard Patrice Carl est l'un d'entre eux. Laurent Dupin et Stéphane David l'ont suivi aujourd'hui. Il est 8h30 à Châteauroux. Cet homme avec le parapluie, c'est Patrice Carl, pilote amateur de 38 ans. Il a obtenu quelques résultats en championnat de ligue de motocross, mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. Il va quitter le parc fermé avec sa Honda pour aller disputer quelques kilomètres plus loin la première spéciale de son premier Dakar. C'est le premier départ. Aujourd'hui, je suis très content et j'espère que tout va se passer. Enfin, pour le moment, tout va très bien. J'ai la pêche et tout, sauf par contre le mauvais temps, mais bon, ça va pas durer, quoi. Il est donc l'heure de quitter Châteauroux sans perdre de temps. Direction la souterraine dans la Creuse, dans des conditions climatiques toujours épouvantables. Bon, maintenant on part de Châteauroux, on a 82 km d'autoroute à faire. J'espère que ça va aller sur la route. Le temps n'est pas terrible, mais bon, ça va aller, on va pas se désespérer. Patrice arrive finalement à la souterraine sans encombre. En revanche, ses mécaniciens ne sont pas là.
c'est les gars qui me suivent derrière, l'assistance, ils n'arrivent pas à me suivre, vous m'avez suivi, eux ils ne me suivent pas, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils font. Et ça me met un peu hors de moi, mais bon, on ne va pas s'affoler quand même. Hein. Finalement, tout s'arrange, le camion d'assistance arrive pour mettre des pneus adaptés à la boue. Mais en Afrique, Patrice Carl, comme beaucoup d'amateurs, devra se débrouiller seul chaque soir pour réparer sa machine. Puis voilà la récompense après un an de galère pour boucler son budget. Patrice est au départ, les 6 km du parcours sont très boueux. Inutile de prendre des risques inconsidérés. Il est classé 133e, mais ce n'est pas le plus important. Les premières spéciales, j'appréhendais un petit peu parce que là, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de boue que ça. En tant que crossman, moi j'ai adoré, je me suis régalé, j'ai mis les watts en assurant, je ne suis pas tombé, je voulais pas tomber, je ne suis pas tombé, c'est génial. Comme tous les concurrents, Patrice avait encore 530 km à faire pour rejoindre Narbonne. L'Afrique, ça sera le 1er janvier. Quadruplé autrichien. KTM qui s'est imposé. En voiture, victoire de l'équipage Gilles Tornabel sur Seat. Le super favori de l'épreuve, Jean-Louis Schlesser, ne termine que 68e. Et dedans. Auto et le français Richard V chez les motos qui remporte la spéciale de la 3e étape du Dakar. Domevius prend la tête du classement général de la catégorie auto. Côté moto, première place pour l'Espagnol Juan Roma. C'est la fin de cette édition. Un classement dont Roma a pris la tête. Dans la catégorie auto, victoire du Belge Grégoire Domevius qui devance Jean-Louis Schlesser de 56 secondes et Jutta Kleinschmidt de 57 secondes. Pour l'anecdote, 56e place pour Johnny Hallyday. Au classement général, Domevius devance désormais Kleinschmidt de 53 secondes. Peter Hansel est 3e à 1 minute 11. 20e journée de première. 15. Ma fonction, ça va être pendant tout le Dakar de donner les départs le matin d'étape et de faire les arrivées et puis de faire un peu un Dakar non-stop. De faire chauffer la moto. Tout bon, vas-y. Allez, Diallo! Tu y vas? Ah, c'est le folklore, putain, t'es une figure du Dakar. Tous les soirs, il galère, mais on l'aime bien. On n'a pas la chance de pouvoir être concurrents, donc on le vit à travers eux. C'était Un portrait un jour sur France 2 avec Total. Bonsoir Bis, tout le sport du jour, ce sont toutes les images et toutes les informations principales de la journée. On commence par du football avec Patrick Vieira et Zinedine Zidane qui ont retrouvé leurs premières amours, c'est-à-dire les tuniques de l'AS Cannes qui fêtait ses 100 ans. Richard Coffin. Un retour. 6e, 7e position pour Fontenay-Picard. Au classement général, Domevius devance Jutta Kleinschmidt et Stéphane Peter Hansel. Et en moto, le Finlandais Tiainen termine 4e de la spéciale. L'Italien Fabrizio Meoni 8e. Je vous laisse découvrir le reste du classement de l'étape. Et je vous précise qu'au classement général, le Catalan Juan Roma partage la première place avec Cyril Després. Toujours au général, Tiainen est 3e et Richard V 4e. Un parcours exceptionnel, des étapes marathon et toujours la beauté majestueuse des paysages traversés. Ne laissez pas le rêve se réaliser sans vous. Et suivez le Dakar en temps réel, spécial par spécial, sur eurosport.fr. Et sur Eurosport, tous les soirs à 22h30, le résumé de l'étape de la journée. Mitsubishi Motors. 11e place du général. Enfin, Jutta Kleinschmidt maîtrise son sujet depuis le début du Dakar. L'Allemande est arrivée à 1 seconde derrière Schlesser. Elle est désormais 2e au général. Pour d'autres. Jour avec Total. Hello, Narbonne. Thank you. 3e du Dakar 2001, Carlo. Au-delà des informations strictement sportives qu'il faut faire passer à ce public, il y a avant toute chose un état d'esprit, une information générale sur ce genre de course. Je vous laisse une seconde. On se retrouve avec ce Dakar 24e lion, Patrick Zagnoli. Comment s'appelle votre petit village irréductible gaulois? La qualité essentielle, c'est tout à le paradoxe, c'est qu'il faut être à l'écoute et non pas simplement parler. Bien sûr, il faut parler, il faut communiquer, mais l'important c'est pas de parler, l'important c'est de dire au public, de faire passer les émotions dont il a envie. Et pour cela, il faut le respirer, il faut l'écouter. Le pointage est fait, ça y est? Tout s'est passé normalement?
C'était Un portrait un jour sur France 2 avec Total. Ici, c'est le stickage des motos. Notre rôle, c'est de faire la maintenance de tout ce qui est véhicules d'organisation, qui sont les nôtres. Ça peut être les médecins, les kéros, les CP. Oh, le plaisir, c'est sur la piste, c'est avec les gens, c'est avec des amis qu'on se fait depuis un tas de temps. Ici, avec les motards qu'on voit, qu'on connaît maintenant, c'est une très bonne ambiance. C'était Un portrait un jour sur France 2 avec Total. Air Rachidia au Maroc. Nous allons vous présenter dans quelques minutes le journal du Dakar, c'est-à-dire le résumé du jour, évidemment, mais aussi les coulisses. Comment, par exemple, volent et fonctionnent ces avions-là pour transporter tout le matériel de la moto, des autos et des camions. A tout de suite, juste après. Numéro 2. 17h35, la piste du Dakar cueille les coureurs à l'arrivée. 20h15, le journal du Dakar, la synthèse en images d'une journée de compétition en terre d'Afrique. Deux rendez-vous, 17h35, la piste du Dakar, 20h15, le journal du Dakar, tous les jours sur France 3. Bonsoir, tout le sport avec à la une de l'actualité sportive le Maroc. Pourquoi? Eh bien parce qu'en tennis, au tournoi du Qatar à Doha, c'est un Marocain qui a gagné et qui a battu Pioline, c'est Younes El Anaoui. C'est le Français qui a fait les frais de la victoire marocaine. Gaël Robic. Toujours. Guy a pris feu, Schlesser pointé en 11e position au classement général auto. C'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous sur l'équipe TV. C'était, je sais pas, à cause de la pluie, c'était très tirant. Donc on n'arrivait pas vraiment à prendre beaucoup de vitesse à certains endroits. On a rattrapé pas mal de pilotes, mais ils ont tous été super corrects, je veux dire. Ils sont tous bougés vraiment les uns après les autres, vraiment on a très peu perdu de temps, on a bien roulé. Rallongé de 5 km à cause de la crue d'un oued, la 5e étape entre Rabat et Ar-Rachidia, initialement longue de 534 km dont 80 de spécial, a été remportée par Hiroshi Matsuoka sur Mitsubishi. Le pilote japonais fait un bond en avant de 3 places et se retrouve désormais deuxième à 33 secondes de Demivius. Matsuoka devant Stéphane Petzerancel qui reprend aujourd'hui 9 secondes au leader. Jean-Louis Schlesser qui a donc abandonné, pointé en 11e position au classement général auto. Un classement général toujours dominé par Demivius. Le japonais Matsuoka, 2e, joue les troubles faits devant Stéphane Petzerancel. 4e, Jutta Kleinschmidt. 6e position pour Fontenay-Picard. En moto, toujours au général, Cox s'intercale entre Tiainen et Roma. 4e, Cyril Després. Richard Singt était 6e, mais il a écopé à l'issue de la spéciale de 28 minutes de pénalité et d'une amende de 1 000 € pour excès de vitesse. Avec Total. Alors ça, c'est pour faciliter le montage. Je pense que tout le monde nous considère un petit peu comme les Saint-Bernard, quoi. Parce qu'on file la main à des gars qui ne pourraient pas changer leurs pneus eux-mêmes. C'est sympa. Ça, c'est le propre de... C'est comme ça que vous le sentiez? Ouais, c'est clair. C'est un coup de main avant tout et puis c'est une aide, quoi. C'est une assistance. Hein. Est-ce que vous avez des muscles que les mecs balancent? Ils sont encore en état? Parce que vraiment, On a dormi en 48 heures, on a dû dormir 6 heures. Et c'est loin d'être fini, quoi. Mais bon, c'est clair, je l'ai voulu. Et plein de belles images qu'on n'a encore pas découvert, mais qu'on va sûrement voir, si on a le temps de les voir. C'était Un portrait un jour sur France 2 avec Total. On vous expliquera dans quelques minutes pourquoi Jean-Louis Schlesser, qui a déjà gagné 2 fois le Dakar, ne gagnera pas cette année. Sa voiture a brûlé dans le désert, il est sain et sauf avec Henri Magne, mais évidemment, il est hors course. Images, commentaires, réactions dans quelques minutes dans le journal du Dakar, en direct donc de Ouarzazate.
Tout le sport du jour avec les nouvelles importantes. D'abord en tennis, Lleyton Hewitt, le jeune prodige australien, a du mal à jouer en ce moment. Il a attrapé la varicelle. C'est un petit peu plus grave aussi pour Pete Sampras. Retour raté. Il a été battu par Todd Martin. C'était Adélaïde. En football, Cyril Chapuis qui vient de Rennes a signé comme attaquant évidemment à l'OM. Et on continue avec le foot avec David Malarme. C'est la logistique intendance de ces bivouacs. L'intendance du bivouac, c'est la restauration pour cette année de 1300 personnes le soir, de 450 personnes le midi et de 1350 personnes au matin au petit déjeuner. Non, on l'amène l'autre. Nous avons plusieurs camions qui se mettent en tiroir sur différentes étapes avec 40 personnes. Et ces 40 personnes, naturellement, préparent, montent l'électricité dans les bivouacs, préparent la cuisine, servent les concurrents jour et nuit, ainsi que l'organisation. C'était Un portrait un jour sur France 2 avec Total. Sur la côte marocaine, en face des Canaries, nous allons vous présenter le journal du Dakar dans une dizaine de minutes. Vous allez le voir que beaucoup de favoris aujourd'hui ont été sinon éliminés, du moins retardés. Je laisse un petit peu de suspense juste dans quelques secondes. La météo de Florence. Tout le sport, bonsoir, avec la une du tennis. Arnaud Di Pasquale renonce à l'Open d'Australie, c'est le genou, docteur. Portrait un jour avec Total. Ma mission, c'est de fournir à la totalité des motards amateurs ou professionnels le transport d'une malle de pièces de 50 kg ainsi qu'une roue avant, une roue arrière. Et cela tous les jours sur tous les bivouacs. Alors là, nous allons pénétrer dans notre nouvel avion, l'Antonov 12. C'est la première année qu'on l'utilise pour faire cette mission de malle moto. On a réussi à disposer à peu près partout les roues de nos 165 motards et quads. Et vous allez voir que c'est pas facile de placer tout ça. Il ne faut pas oublier qu'on a encore à peu près 200 malles à mettre à l'intérieur de cet appareil, plus bien sûr nos affaires personnelles. Tu cherches tes roues? Oui. On a ça dans les racks, on va trouver. Écoute, suis-moi, elles sont par là. Tiens, les voilà. C'était Un portrait un jour sur France 2 avec Total. Le Dakar enfin avec Gérard Holtz pour un point complet sur l'étape du jour. France 2. Boulevard du Palais, nuit d'ivresse et passion Dakar, ce soir sur France 2. Vive le muscle sur France 3 dans quelques secondes avec d'abord tout le sport et puis ensuite il y aura en direct de Zouérat en Mauritanie le journal du Dakar où vous aurez enfin des nouvelles de notre Johnny national, Johnny Hallyday. Nous l'avons débusqué, il se fait très discret, il veut être concurrent plutôt que star. Les nouvelles sont très bonnes, Marie-Christelle Maury va tout vous expliquer. Avant, il y a la météo avec la très jolie Florence Klein. Bonsoir. Avec d'abord du football dans tout le sport, Gérard Houllier est nommé entraîneur de l'année par l'UEFA. Gérard reprendra du service à Liverpool à la fin du mois de janvier. En tennis, Fabrice Santoro a chuté, il a chuté plutôt à Chennai, c'est en Inde, il a été battu par Kuchera. Et puis du côté de... Du 28 décembre, ce qui est plutôt une bonne idée, mais avec vous avez été interpellé par la présence très forte de Total pendant, avant et après ce journal. En raccourci, voilà ce que cela donnait. Un portrait un jour avec Total. Bonjour. Ça va? C'est ton premier Dakar, toi? Je t'ai jamais vu sur le rallye, ouais. C'est super, ça nous permet de le faire vraiment avec une grande passion. C'était Un portrait un jour sur France 2 avec Total. Où vas-tu, Johnny? Je vais à Dakar, c'est ce qu'il nous dira tout à l'heure en direct de la ligne de départ. Johnny Hallyday sera en effet l'invité de ce journal. Il nous dira entre autres pourquoi il a choisi de s'engager dans le rallye. 3 mois après l'explosion de l'usine AZF à Toulouse, les enquêteurs estiment que le chlore pourrait être à l'origine de l'explosion. Selon des expériences menées en laboratoire, la mise en contact du chlore et du nitrate d'ammonium peut produire une réaction chimique. Une hypothèse qui n'est pas vérifiée selon les responsables de Total. Enquête Muriel Lassaga et David Bresse. L'image du jour sur France 2 avec les concessionnaires Mitsubishi.
Alors, Monsieur Danquigny, dans ce journal, il y avait un reportage sur l'enquête en cours après l'explosion dans l'usine AZF à Toulouse, et il vous a semblé que le parrainage de Total pouvait empêcher les journalistes de dire ce qu'ils pensaient. En fait, il m'a semblé que c'était une information assez importante qui avait été évoquée par la presse le matin même, parce que pendant environ 3 mois, les experts avaient expliqué que le nitrate d'ammonium nécessitait une forte source d'énergie pour pouvoir exploser. Là, ils avaient pu prouver en laboratoire l'inverse, qu'en présence de chlore, ça pouvait exploser. Et en fait, j'étais assez étonné que le sujet passe avec un peu les sujets mineurs en fin de journal, vers 20h25. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y avait un problème d'intérêt entre France 2 Information et France 2 Direction des Sports, Publicité, qui met des gros moyens sur le Dakar. C'est effectivement une question, quand on est téléspectateur, qu'on voit ça de l'extérieur, qu'on peut légitimement se poser. Et Christophe Tortora, vous êtes un des journalistes de la rédaction. Alors, en fait, c'est à vous de répondre. Est-ce que vraiment, il y a des choses qu'on ne fait pas pour ne pas déplaire aux sponsors? La réponse est très claire, non. Il n'y a aucune chose qu'on ne fait pas pour ne pas déplaire aux sponsors. Ce soir-là, l'actualité était ainsi faite. On a traité ce sujet dans le journal de 20h de France 2. Ça vous a semblé un peu tard. Le rédacteur en chef de l'édition a estimé que c'était à sa bonne place. L'important, c'est que l'information ait été traitée, mais c'est vrai qu'il n'y a aucune espèce d'incidence entre le sponsoring, les sujets qui sont traités dans les journaux de France 2 et le sponsoring qui suit l'émission ou le journal. Alors, oui, monsieur. Je pense que pour les gens de Toulouse qui regardaient le journal ce soir-là, je pense qu'ils auraient préféré avoir des nouvelles de l'usine AZF dans les premiers titres que Johnny Hallyday sur le Dakar. Ouais. Alors ça, c'est en fait le choix du rédacteur en chef. De toute façon, c'est un choix qui est individuel. Mon rôle de médiateur n'est pas de s'occuper de ce qui se passe à côté, mais on n'a pas d'actionnaire privé qui éventuellement n'aime pas trop les reportages qui les mettraient en cause. Totale indépendance de la rédaction de France 2. Il y a peut-être un mot de trop là, non? Totale indépendance. Faut pas en profiter pour faire de la publicité clandestine quand même. Philippe Santini, vous êtes le patron de France Télévisions Publicité, qui gère la publicité de tout le groupe des chaînes de France Télévisions. Est-ce que parfois vous avez l'envie, ça vous démange de demander aux journalistes de faire un petit effort pour pas gêner les publicitaires? Non, pas du tout, parce que effectivement, je confirme ce que Christophe vient de dire, c'est qu'il n'y a bien sûr aucune interférence de la régie dans la vie de l'information de la chaîne. Et il y a une totale indépendance des deux, heureusement. Oui. Alors, bon, je ne sais pas si vous êtes convaincu, c'est vrai que c'est pas facile de vous apporter des preuves. Enfin, bon, c'est quand même la pratique chez nous. Faites-nous confiance. Oui, je pense que j'ai certainement réagi parce qu'il y avait peut-être un petite impression de dérapage. Je ne peux pas dire que ce soit une constante chez Antenne 2, chez France 2, pardon. On ne peut pas parler de dérapage, l'information a été traitée quand même, il faut être objectif. Oui. Cette information a été traitée tard pour vous, c'est un choix. Le choix journalistique était peut-être autre. Il y avait une forte actualité en Afghanistan, par exemple, qui nécessitait probablement l'ouverture du journal. C'est donc pour ça que le rédacteur en chef de cette édition a estimé que la place était celle-ci dans le journal. Alors, on va revenir là sur cette question un peu plus tard, mais tout de suite, pour rester dans le Dakar, quelques réactions d'habitants d'Arras. En fait, leurs critiques portent sur le fameux parisianisme des Parisiens. Le Dakar, c'est parti. La course que vous pourrez suivre sur France 2 a démarré ce soir à 20h à Arras, dans le Nord. C'était il y a quelques instants. Vous voyez les premières motos et quads qui prennent le départ. Je suis une habitante d'Arras et je trouve que vos journalistes ont beaucoup de mal à dire que cette année, ce n'est pas de Paris qu'a lieu le départ du rallye, mais d'Arras. D'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts pour montrer ce départ. Les concurrents du Dakar ont traversé cette nuit Paris. Ils étaient sur le périphérique où les attendaient de nombreux passionnés. Dans le public, évidemment, beaucoup de fans de Johnny Hallyday, mais personne ne l'a vu passer. Déception et ambiance tout de même avec Alain Dubas et Didier Morel. Les gens l'appellent l'idole des dunes, il y en a même qui l'envient. Et ils étaient nombreux à retenir la nuit pour le voir passer. Il y a mon idole qui fait partie du Paris-Dakar qui a pris le départ ce matin, tout moins ce soir, Johnny, et j'aimerais bien le voir passer avec la voiture. Je suis à Rajoie et je trouve inadmissible que le seul reportage sur le Dakar fût l'attente de Johnny sur le périphérique parisien. Pas une seule image du départ d'Arras. La France n'est pas que Paris ou Johnny. Le départ d'Arras fut une grande fête. Si vous faisiez votre boulot correctement, vous auriez montré la liesse des personnes présentes au départ.
Oui, alors j'ajoute que j'ai reçu aussi d'autres courriers qui nous reprochent de ne pas avoir montré les manifestants hostiles au Dakar. Puis il y a aussi ceux qui aiment le Dakar qui trouvent qu'on parle trop de Johnny et pas assez du rallye. Alors Christophe Tortera, à vous de répondre. La vraie vedette cette année sur le Dakar, c'est Johnny, donc on est obligé. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Johnny Hallyday. C'est du sport, alors c'est du spectacle. C'est du spectacle. C'est vrai aussi qu'on a beaucoup parlé d'Arras, l'avant-veille du départ, la veille du départ, le jour du départ à 13h et que le lendemain à 13h, l'actualité est ainsi faite qu'une information chasse l'autre. À 20h, on avait fait le journal en direct d'Arras avec Johnny Hallyday. Le lendemain à 13h, il était normal que l'information avance. Dans la nuit, les concurrents avaient passé le périphérique, ce qui était une information essentielle qui ne nous a pas échappé, mais malheureusement, on n'a pas vu Johnny Hallyday. Oui. Alors on va évoquer avec vous tout à l'heure, Christophe, le problème des marques publicitaires que l'on voit à longueur de reportages sportifs. Mais à propos du parrainage et de la publicité, Gérald Bourbon a un certain nombre de questions à poser à Philippe Santini. Tout d'abord, quelques images de parrainage avant et après les journaux. C'était Talent de vie sur France 2. La vie, la vraie, au champ. Bonsoir à tous. Bonsoir Nathalie. Gérald Bourbon, bonjour. Pour résumer le long courrier que vous m'avez envoyé, bonjour. Oui, vous ne comprenez pas quelles règles s'appliquent à une télévision de service public en matière de publicité et de sponsor, on va dire en bon français, de parrainage. Oui, il est toujours difficile de faire la différence entre la publicité et le parrainage, mais en ce qui concerne le parrainage, on a l'impression que le parrainage, contrairement à ce qui a été dit sur ce plateau, a une influence sur la programmation. Par exemple, on a vu apparaître depuis quelque temps des émissions qui n'existent que parce qu'il y a du parrainage. Par exemple, je pense à Talent de vie. Et je me demande dans quelle mesure ces émissions n'existent pas simplement pour faire apparaître donc, la signature d'un certain nombre de marques. Et j'aurais d'autres questions à poser en ce qui concerne ces signatures. La législation dit qu'on n'a pas le droit, par exemple, d'utiliser des slogans lorsqu'on utilise une signature de parrainage. Et d'autres chaînes que les chaînes de France Télévisions font glisser lentement ces signatures de parrainage vers le message publicitaire en utilisant des slogans. Quelle est la position de France Télévisions par rapport à tout cela ? C'est Philippe Santini qui va vous répondre. Bonjour Monsieur Bourbon. Alors première question sur la réglementation. Elle est issue d'un décret qui a été publié le 27 mars 1992 et vous êtes parfaitement au courant de la législation. Donc effectivement, le parrainage est dans un cadre très rigoureux encadré par le CSA et par exemple les petits spots que l'on voit en début d'émission ne peuvent pas durer plus de 5 secondes. En ce qui concerne les programmes courts que vous évoquez, en général, ils sont souvent issus d'une demande de la chaîne sur des éditoriaux qui sont extrêmement service public. C'est-à-dire que lorsque vous voyez le premier que nous avons vu sur le grand groupe pétrolier, c'est effectivement une mécanique qui vise essentiellement les individus. Et puis le groupe de distribution qu'on vient d'évoquer, c'est exactement mettre en valeur une personnalité qui est du monde de la vie courante. Donc ça correspond bien à une volonté de ne pas glisser comme vous l'évoquez, et la position de France 2 est véritablement de respecter la loi et toute la loi. Peut-être préciser que si on ne respecte pas la loi, il y a des sanctions, des amendes du CSA. Il y a des sanctions. Le CSA non seulement nous envoie une lettre, mais également peut nous pénaliser financièrement. Donc là-dessus, nous faisons très très attention. Oui. Monsieur, oui, bon, allez-y. Oui. Oui, est-ce qu'il est normal de voir apparaître des signatures de parrainage, par exemple, avant des bandes annonces ? Parce que moi, j'avais l'impression que la signature de parrainage devait apparaître avant une émission, mais avant une bande annonce, ça me paraît très curieux. Une bande annonce d'un programme, d'une émission de divertissement. Alors, c'est également prévu par la loi dans des conditions tout à fait particulières. Donc toujours le fameux décret de 1992 et qui prévoit que effectivement ces apparitions ne peuvent se faire que dans un laps de temps donné et pas du tout de façon continue. En fait, c'est très compliqué la réglementation. La réglementation est très compliquée et surtout elle est très très suivie par le CSA. Oui. Monsieur Bourbon, peut-être tout à l'heure on verra pourquoi on a recours à la publicité au parrainage sur une chaîne de service public. Oui, je voudrais simplement dire.
Oui, est-ce que je peux dire simplement que, contrairement à ce qui vient d'être dit sur votre plateau, le CSA ne fait pas grand-chose dans ce domaine, puisque la législation indique que le CSA peut intervenir, mais la législation n'indique pas que le CSA doit intervenir. Donc dans ce domaine, je pense que le CSA devrait assumer un peu plus ses responsabilités. Savoir qu'il intervient. Le CSA intervient. Sur toutes les chaînes. Le CSA intervient beaucoup sur toutes les chaînes, et bien évidemment sur les chaînes du service public en particulier, car leur attention est très vigilante sur ce qui se passe sur le service public. Vous avez l'air très au courant de ce dossier. Je pense que vous voyez de temps en temps dans la presse qu'il y a des amendes qui sont distribuées par le CSA. J'espère qu'il n'y en a pas pour France 2. Alors on va reparler naturellement de ces problèmes de publicité avec un autre aspect des choses qui pose vraiment un problème aux journalistes. C'est l'omniprésence de la publicité, on va dire gratuite, sur les terrains de sport et sur les sportifs. Alors désormais d'ailleurs, la publicité est parfois directement présente sur les pelouses même du stade, comme on le voit à l'occasion de cette rencontre de rugby qui a été diffusée au mois de juin dernier sur France 2. Mieux encore, ou si vous préférez pire encore, c'est une question de point de vue, les sponsors ont de plus en plus recours à la publicité virtuelle, ce qui permet de cibler les téléspectateurs. On va ainsi montrer des marques américaines aux Américains, des marques russes aux Russes et des marques françaises aux Français. Courte illustration avec un extrait de reportage de Patrice Pelé. Ce que ne voit pas le téléspectateur, c'est ça. La capture d'image, la préparation de l'effet. Ensuite, le réalisateur n'a plus qu'à réintroduire au bon moment le trucage lorsque la caméra est dans l'axe. Sur cette pelouse, il n'y a rien, bien sûr. Le blason des équipes a été rajouté électroniquement. Même chose pour le sport en salle. Alors certains pourront penser qu'on n'est peut-être pas très loin de la société imaginée par George Orwell. Ça fait un peu froid dans le dos, mais pour en revenir à la réalité d'aujourd'hui, beaucoup de téléspectateurs s'étonnent de voir fleurir autant de panneaux publicitaires derrière les sportifs interviewés. Alors peut-être on voit par exemple, là c'est l'entraîneur, l'ancien entraîneur de l'équipe de France. Une précision, Philippe, pardon ? Il est toujours entraîneur de l'équipe. Il est toujours entraîneur. Excusez-moi. Bon, je recommence à plus. Roger Lemaire. Ouais. Donc, même le médiateur se fait prendre en défaut de rigueur journalistique. Une précision, Philippe Santini, dans ces cas-là, France 2 ne touche pas d'argent de toute façon. Non, il n'y a absolument aucun argent qui est touché par France 2. Et le journaliste sportif de France 2 ne touche pas d'argent non plus. Pas d'argent, mais c'est vrai qu'il est difficile de les interviewer ailleurs. C'est vrai que les sportifs et les joueurs de l'équipe de France le savent bien, parlent quand ils ont ces panneaux derrière le dos. Donc vous êtes un petit peu piégé. On n'a pas le choix, donc on fait des cadres le plus souvent très serrés, donc on essaye d'avoir le visage avec le moins possible de sponsors derrière, mais malheureusement, ou heureusement pour ces sportifs qui eux touchent de l'argent, grâce à ça, on ne peut pas y échapper. Oui. Une toute petite question que ça portera à propos d'une image qu'on a vue récemment dans un des journaux. On y voit, à propos du fameux rallye, une marque de cigarettes sur une moto, une marque qui appartient d'ailleurs à l'État, donc normalement on aperçoit là cette photo. Je crois que la publicité pour l'alcool et le tabac était interdite. Depuis la loi E20 en France c'est interdit, mais quand ça se passe à l'étranger et quand c'est pendant la course, on a le droit, c'est l'exception sport mécanique, on a le droit de diffuser ces images. Si c'est pendant la course, si ça avait été après la course, pendant le bivouac, au cours d'une émission, il aurait fallu masquer cette marque de manière à ce que la publicité pour le tabac n'apparaisse pas. Il faut être très intelligent pour être journaliste sportif. Vous le remarquez aussi. Oui. En fait, Philippe Santini, on tourne autour du vrai problème, qui est celui de la présence de la publicité dans le service public. Alors, concrètement, quelle est la part de la redevance que tout le monde paye, qui est dans le budget de France 2, la part de la publicité et du parrainage? Alors, le part de la redevance, c'est 66%. Donc, vous en concluez que la publicité, c'est un tiers. Et sur ce tiers, le parrainage représente 10%. Donc, en fait, c'est 3% le parrainage des recettes globales de France 2. Monsieur Danquigny, si vous avez eu l'impression que ces chiffres vous paraissent correspondent à ce que vous voyez en regardant l'écran? J'ai quand même l'impression d'une forte concentration de la pub pendant des longs tunnels entre 20h30 et 21h, même si officiellement c'est limité à 8 minutes par heure, je crois. Oui, ça a été. Donc en 2 ans, nous sommes passés de 12 minutes à 8 minutes par heure, avec des écrans qui sont contingentés un maximum de 4 minutes. C'est peut-être dû aussi au fait qu'on n'a pas le droit dans les télévisions de service public de couper les films. Voilà. Donc forcément, la concentration est plus importante. Ouais. Donc ça vous gêne, vous, en tant que téléspectateur, cette concentration? Ça me gêne parce qu'on n'a finalement pas d'émission pendant 20 minutes. Ça aboutit à un saucissonnage des journaux télévisés où la météo a été... Pas des journaux autour, des journaux télévisés. La météo, le journal non, mais la météo a quand même été décrochée du journal. Il y a M. Bourbon qui voulait intervenir. Oui.
Je suis très étonné de constater que les personnes qui sont sur le plateau ne font pas référence à l'article 9 que j'ai sous les yeux et qui dit que la présentation verbale ou visuelle d'un nom est interdite. Ce qui veut dire que lorsque nous voyons à la télévision donc des panneaux publicitaires qui se trouvent sur des terrains de sport, eh bien ces panneaux publicitaires, d'après cet article 9, ne sont normalement illégaux. Alors on se demande ce que fait le CSA et ce que font les chaînes dans ce domaine. Il faudrait initier une réflexion qui soit bien entendu une réflexion mesurée, qui tienne compte des intérêts de tous, mais en l'occurrence, on ne fait strictement rien, alors que la loi prévoit que la publicité visuelle est interdite. Oui, alors je ne sais pas si M. Beaumont vous proposez d'être embauché du côté médiateur ou du côté de la publicité, mais vous connaissez bien votre dossier. Réponse de M. Santini. Là, en l'occurrence, les images des panneaux publicitaires que l'on voit autour des stades ne sont pas produites par la chaîne, donc ce n'est pas le diffuseur qui est en cause, c'est l'organisateur de l'événement sportif. Donc nous ne pouvons pas, effectivement, comme le disait Christophe, occulter pour l'instant ces panneaux. Est-ce qu'on a même intérêt à le... Il faudra le faire. Est-ce que ça ne fait pas vivre le sport? Est-ce que la publicité ne fait pas vivre le sport finalement? Est-ce qu'on ne peut pas se poser cette question? C'est peut-être un peu un problème de société et un problème aussi politique qui nous échappe un petit peu, mais c'est vrai, c'est une réalité, l'argent est très présent et apparemment même le CSA semble être impuissant à régler et à faire appliquer ce fameux article 9. Une question, on a parlé de la redevance, parce qu'il y a une solution bien simple qui consistera à supprimer la publicité, à augmenter la redevance. Alors, vous n'êtes pas d'accord, parce que sinon vous seriez au chômage. Monsieur Danquilly, vous êtes d'accord pour payer plus cher? Tout à fait, étant donné que la gratuité de la publicité est une pure fiction, parce que de toute manière, il faut bien la payer et que ça sort de nos poches à un moment ou à un autre. Monsieur Bourbon, vous êtes prêt à payer plus cher une redevance? Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord pour payer une redevance qui soit plus élevée, de manière à avoir le choix. Une chaîne sans publicité. L'absence de choix, c'est l'absence de démocratie. Voilà. Christophe Tortora, vous êtes journaliste, donc vous payez la redevance pour posséder un téléviseur. Vous êtes prêt à payer une redevance plus chère? Tant que l'équilibre et l'indépendance de France 2 n'est pas remise en cause, pourquoi est-ce qu'il faut changer? Je ne vois pas l'intérêt. Donc pour l'instant, la situation a l'air, à mon sens, équilibrée. Et l'indépendance n'est pas remise en cause. L'indépendance, le maître mot sur France 2. Donc je crois que le débat, j'espère que ce dialogue aura au moins permis de clarifier un certain nombre de choses, à défaut de trouver des solutions qui ne nous appartiennent pas. Je vous rappelle que votre courrier est naturellement toujours le bienvenu. Vous avez 2 adresses pour écrire au médiateur. La Poste, France 2, 7 Esplanade Henri de France, 75 907 Paris CEDEX 15. Internet, médiateurinfo@france2.fr. Je remercie les téléspectateurs pour la connaissance du dossier qu'ils avaient. Je remercie aussi M. Santini et M. Tortora. Je vous souhaite un excellent samedi. À la semaine prochaine. Il ne peut pas y avoir de Dakar sans hélicoptère. On a 8 hélicoptères, il y en a 4 qui sont dédiés à la télé, qui font toutes les images du Dakar. Il y en a un qui est sur la tête de course moto, un sur la tête de course moto, un 3e sur les camions et un 4e qui est là pour des images sur les coupures attardées. Ensuite, il y a 2 hélicoptères médicaux, un hélicoptère de direction de course et un hélicoptère pour la presse. On vole en permanence à la masse max de nos appareils. Également, on vole relativement bas, de par les fonctions que ont chaque hélicoptère sur le Dakar. C'est la seule opération dans le monde entier où on utilise autant d'hélicoptères privés pour aller aussi loin. C'était Un portrait un jour sur France 2 avec Total. Grande cavalerie du monde. Ensuite, retrouvez le beau parleur Ardisson pour le meilleur de Tout le monde en parle. Enfin, à l'heure du marchand de sable, faites un point sur l'étape du jour du Dakar. France 2, le plus grand cabaret du monde, le best-of de Tout le monde en parle. Sur Dakar, ce soir sur France 2. Bonsoir, c'est vraiment tout le sport. Avec une bonne nouvelle en football, Nicolas Anelka a bien voyagé. Premier but marqué avec Liverpool contre Birmingham en coupe. Et puis en ski, ça s'est très bien passé pour les Français et les Françaises pendant ce week-end. 2 podiums. D'abord Laure Péquignot en slalom, ça s'est passé à Maribor. Et puis à Alta-Badia, Frédéric Covilli, bien sûr. Frédéric Covilli, c'est un géant, il faut s'en souvenir. 2e. Commentaire, Richard Coffin, David Malarme. Des podiums. Auto, Mazuoka en auto, pas de changement dans les classements généraux. La journée avec Nicolas Jay. La Mauritanie, c'est d'une, le passage de l'Erg d'El Beyed ou l'impression d'avoir la tête à l'envers. La Mauritanie et ses galères, évidemment. Eh bien, on a déjanté, donc on s'est posé. Et maintenant, il faut donc changer la roue, tout simplement.
Autre galère, autre angoisse, celle du pilote du Qatar Al Ajri et de son coéquipier Stevenson. Hiroshi Matsuoka, lui, aime le sable et les dunes. Il l'a encore prouvé en remportant cette 9e étape entre Zouérat et Attar. Un peu moins de 4 heures pour parcourir les 393 km de spécial. De plus en plus à l'aise sur sa Mitsubishi, le pilote japonais devance Jutta Kleinschmidt de plus de 5 minutes. Il augmente ainsi son avance au général sur l'allemande et sur Jean-Pierre Fontenay, le pilote picard impressionné par la difficulté du parcours. Et c'était vraiment costaud. Hein. Je pense qu'il y a de quoi rester jouer un bon moment dans le tas de sable. Hein. Le sable, les motards y ont passé aussi un long moment. C'est finalement le Finlandais Kari Tianen qui s'en est le mieux sorti, réalisant une performance d'équilibriste. À Attar, le pilote KTM devance Jordi Arcaron de 3 minutes. Fabricio Mioni est 8e à 9 minutes 50, mais reste leader au général avant une journée de repos bien méritée. Au classement général, Otto Hiroshi Matsuoka creuse l'écart avec ses poursuivants. Il possède à présent 11 minutes 46 secondes d'avance sur Shinozuka. Il n'y a toujours que 2 Nissan pour esquisser une once de résistance à la suprématie des Mitsubishi. Parmi les 10 premiers, celle de Stéphane Peter Hansel et de Manuel Plaza Perez. Chez les motos, Meoni conserve 1 minute 53 d'avance sur Carlo de Gavardo. Juan Roma n'est pas loin, lui non plus. Richard Cinct, 7e, est également le premier français dans ce classement. Chez les camions, victoire d'étape pour le russe Tchagin à bord de son Kamaz. Il conserve les commandes du général. Et puis un dernier détail sur les classements en auto. Johnny Hallyday et René Medge sont pour le moment 59e. La Coupe du Monde masculine de... Il existe une variété toute particulière de rose des sables au parfum d'aventure. Passion Dakar, dans un instant. Un jour avec Total. Depuis que l'homme a découvert le feu, ça a toujours été, je dirais, un symbole de chaleur, pour faire cuire les aliments, pour se réunir, les veillées autour du feu, tout le monde en a fait dans sa vie au moins une fois. Et c'est vrai que sur le bivouac du Dakar, c'est quelque chose de très important et auquel on attache beaucoup d'importance pour participer à cette convivialité qu'on essaye de créer autour des bivouacs. Les autorités qui nous reçoivent sur chaque bivouac mettent en place le bois nécessaire au feu, de manière à avoir des feux qui durent toute la nuit, parce que là, vous voyez, les feux ont dû être allumés à peu près il y a 1 heure, et ils vont se consumer au moins jusqu'à 4 heures du matin pour accueillir les derniers concurrents qui arriveront tardivement ce soir au bivouac. C'était Un portrait un jour sur France 2 avec Total. Entre raison et sentiment. Ensuite, portrait de Joshua, un chanteur afro-américain et juif de gospel. Et pour finir, les moments forts en images de l'étape du jour du Dakar. France 2. Raison et sentiment, les documents du dimanche et Passion Dakar ce soir sur France 2. Présenter le journal du Dakar en vous expliquant que le marchand de sable est passé hier pour les amateurs. Ils ont passé la nuit dans les dunes, les autos et les motos. On va vous expliquer comment ils ont vécu ça et comment aussi Laurent Bourgnon, le navigateur, a pu réparer sa voiture avec un portable. Ça sera dans le journal du Dakar. Avant, il y a tout le sport et puis il y a France 2 avec les météos. Bonsoir, tout le sport avec d'abord du football, de Télégramme. Kamel Meriem quitte Sochaux pour Bordeaux et Laurent Batles quitte Bordeaux pour Rennes. Information transmise par notre spécialiste football maison, Charles Bietri. Et puis on commence en images avec le tournoi des 4 tremplins en saut à ski et la victoire historique d'un Allemand, David Mallarme, Richard Coffin. Mauritanie hier entre Zerwatt et Attar. « 387 km, le désert africain, les dunes, des hommes et des mécaniques à terre. Ensablés et épuisés, les concurrents paraissent beaucoup moins fiers qu'au départ du rallye. La journée de repos, aujourd'hui, a dû être bien courte pour certains. On m'a confié une mission en tant que responsable avec 4 collègues. Et c'est une mission qui est sympathique. Puis on côtoie les concurrents, tout le monde. Tous les jours, le parc aviation, l'assistance des concurrents auto et la restauration. On passe plusieurs fois par jour pour être envahi par les sponsors, par les poubelles du rallye. Le site reste propre comme on est arrivé. Alors une fois que la remorque est pleine, on va la mettre dans un endroit prévu, derrière une benne.
que les gens du coin vont mettre dans un endroit, dans une déchetterie, puis brûler ou récupérer. En fait, c'est possible avec. On a une satisfaction, c'est quand nous on repart le dernier en avion, et on survole automatiquement le bivouac, et quand on voit qu'il n'y a plus rien, on est satisfait. C'était Un portrait un jour sur France 2 avec Total. Jour avec Jean-Luc Delarue. Puis le passage à l'euro et le blues des médecins au sommaire de mots croisés. Enfin, hors piste avec le Dakar qui vous livre le résumé de l'étape du jour. France 2. Jour après jour, mots croisés et passion Dakar, c'est ce soir sur France 2. Les raccourcis, qui verra personne, il ne rattrape jamais comme ça. Ah, je ne sais pas si je n'y arriverai premier à Dakar, mais premier Riyad, il y a une chance. Hein. Allez, ciao, bonsoir. Bonsoir. Pour commencer tout le sport, une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que des investisseurs français seraient prêts à mettre plus de 36 millions d'euros pour sauver l'écurie Prost Grand Prix et ils garderaient Prost comme directeur général de l'écurie. La mauvaise nouvelle, c'est Christophe Dominici en rugby. Bon pour ne pas rester ensablé et perdre du coup de précieuses minutes au classement général. Derrière les spécialistes, voici les amateurs. Leurs voitures sont moins puissantes, leur style moins académique, quelques heures de retard en perspective et les accidents ne sont pas rares. Enfin, le bon côté de la chose, c'est qu'on n'aura pas besoin de faire le pare-brise ce soir. Oui. Lui, c'est Philippe Gauthier. À ses côtés, sa femme, Isabelle Vadeboncoeur. Ça ne s'invente pas. Pour passer les dunes, écoutez les conseils d'une spécialiste. C'est l'improvisation totale. Je sais qu'on va franchir quelques dunettes. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes, même si aujourd'hui le sable a l'air particulièrement mou. Et n'allez pas croire qu'une fois sorti du sable, la voie est libre. Stéphane Peter Hansel en a fait les frais. Ah, pardonnez le couler. La seule solution, c'est d'attendre le camion d'assistance en espérant qu'ils ont une pompe à huile. Ça, c'est pas une chose évidente parce que normalement, ça casse jamais. Cette 10e étape, autour d'Attar, c'était surtout une étape où l'usage du système de navigation par satellite était interdit. Après 6500 km parcourus, certains sont épuisés. Il faut qu'on aille au bout. Il faut qu'on arrive à Dakar. Mais pas battus. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me mettre là, à gomme. Dès que je démarre, je mets la gomme premier, deuxième, troisième, jusqu'à fond, jusqu'à je monte à dune. Je mets la gomme au fond. Dans 6 jours, ce sera l'arrivée à Dakar, enfin, normalement. Un film d'espionnage. Difficile pour tous les concurrents en Mauritanie. 467 km de spécial entre Attar et Tidjika. Voilà ce qui était au programme de cette 10e étape. Chez les autos, c'est Matsuoka sur Mitsubishi qui a été le plus rapide. On le voit ici en plein dépassement sur son compatriote, le japonais Shinozuka. Une étape sur le Dakar marquée également par la crevaison de l'allemande Jutta Kleinschmidt qui a, malgré cet incident, réussi à limiter les dégâts au général. Et puis chez les motos, on admire là la belle allure du Chilien Carlo De Gavardo. Sa KTM a fait spectacle aujourd'hui. Même les chameaux sont venus la voir de près. Il remporte l'étape. Ce qui nous donne au général, trio tête a changé. Matsuoka, Shinozuka et Kleinschmidt chez les autos. Et puis chez les motos, c'est pareil. Fabrizio Meloni, italien en tête, Juan Roma et De Gavardo qui complètent ce trio de tête. Avec Total. Alors le GPS sert plus de matériel de sécurité pour que plus personne ne soit perdu au milieu des dunes, passe plusieurs nuits comme ça arrivait par le passé. En mémoire, on a le parcours de tout le rallye et on fournit un code de déblocage tous les soirs au briefing à tous les concurrents qui leur permet d'avoir la journée du lendemain et uniquement la journée du lendemain. Le GPS, c'est du matériel obligatoire, au même titre que la balise, que la réserve d'eau pour les motards, etc., etc. On est là au milieu des motards parce que notre matériel est dans les malles motos, mais quand on se promène au milieu du bivouac là-bas, on va aussi bien s'occuper de la voiture de Fontenay, de Kleinschmidt, la moto de Meoni, et ça c'est vraiment intéressant. Notre nounou GPS. Pardon? C'est notre nounou GPS. Oui, il y a besoin. Ah oui, ça, il y a besoin. C'était Un portrait un jour sur France 2 avec Total. Rennais et ses voyages. Il a rassemblé certains de ses clichés dans un livre où le monde du désert se mêle à celui du rêve. Les grands voyageurs retournent près de l'ordinateur. Jean-Luc Boivin retravaille les dernières photos de son énième voyage dans le désert. Ces clichés pris aux 4 coins de l'immense Sahara sont rassemblés dans un ouvrage intitulé Sable mouvant. C'est l'histoire d'un chaman, et donc il y a le monde réel qui est un petit peu le monde du désert, et à un moment le personnage rentre dans un autre univers, qui est l'univers du rêve. Donc à ce moment-là, ça correspond à des images, je dirais, retravaillées sur ordinateur, qui correspondent à un univers onirique. Au départ, il y a les photos, puis en surimpression les textes d'un auteur de science-fiction, Jean-Marc Ligny. Un conte philosophique.
Dans le grand désert, Zahouri reçoit des esprits le don de deviner l'eau sous le sable. Mauritanie, sud algérien, Tunisie, Sinaï, Jordanie, autant d'étapes proposent au lecteur. Quand on est dans le désert, il y a une immersion, je dirais, totale. C'est-à-dire que c'est pas simplement visuel, mais c'est aussi sonore. On est 7 jours à n'entendre quasiment que le bruit du vent. Et puis il y a une immersion aussi physique, quoi. On marche pendant 7 jours dans le sable. Donc l'immersion elle est totale, quoi. Elle est à la fois visuelle, sonore et puis physique, corporelle, quoi. Depuis 20 ans maintenant, il quitte régulièrement le monde occidental et s'en va marcher dans le sable avec son appareil photo. Il aimerait voir les déserts sud-américains ou la Mongolie, mais sa prochaine destination est déjà réservée. Ce sera Tamanrasset. Merci d'avoir suivi ce 19-20. Prochain rendez-vous. Bonsoir, sur France 3, 2 rendez-vous de sport dans quelques minutes. Tout le sport, bien sûr, TLS, on va parler de football. Puis juste après, le journal du Dakar qui sera très long aujourd'hui, pour le bonheur de tout le monde, on espère, avec les toutes dernières nouvelles de Johnny Hallyday et des rebondissements à la fois du côté de l'auto et du côté de la moto. Mais on attend en compagnie de la météo. Bonsoir, bonsoir. Information de ski d'abord à propos de l'enquête sur le décès de Régine Cavagnou. 3 entraîneurs allemands et 3 entraîneurs français pourraient être inculpés d'homicide par négligence. C'est une information du parquet autrichien. En football, Lionel Charbonnier, ancien gardien de l'équipe de France et d'Auxerre, a signé à Lausanne. Et puis toujours en football, vous savez qu'en 8e de finale de la Coupe de la Ligue, ce soir, il y a Bordeaux-Lyon. Présentation du match qui sera commentée sur France 2 par Christophe Josse et Charlie Bietri avec Jean-Philippe Guillain, Gaël Robic et Laurent Lourd avec Total. Bonjour, je suis François, un des coordinateurs de la cellule aérienne du Haras Madrid-Dakar. Pendant 15 jours, on remplit toutes les fonctions d'une mini-compagnie aérienne avec 17 avions et 8 hélicoptères. Tous les jours, il faut réussir. On n'a pas le droit de se louper une seule fois parce que si un grain de sable vient se mêler à notre dispositif, eh bien, toute l'organisation va tousser et trébucher. Notre challenge à nous, il est là de réussir tous les jours, tous les matins. Et bon, là, on est en train déjà de préparer la journée de demain. Et donc, on n'a pas le droit de se louper, on verra ça à Dakar. On est bien parti. C'était Un portrait un jour sur France 2 avec Total. Victime d'un accident de la route. Rivalité, jalousie, trahison, débat et confession chez Jean-Luc Delarue. Puis Passion Dakar, retrouvez l'état de la course et les moments forts de l'état du jour. France 2. La kiné, ça se discute Passion Dakar, ce soir sur France 2. J'ai rendez-vous avec vous ce soir sur France 3 pour 2 rendez-vous de sport. D'abord, il y aura TLS avec le but de Lorient qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Et puis ensuite, il y aura le journal du Dakar avec 2 événements. D'abord en moto, un spectacle extraordinaire entre Méoni et Roma. Et puis en voiture, Kleinschmidt Utah qui a gagné l'année dernière et qui est maintenant 2e au classement général. Plein de suspense. Avant la météo avec Fabienne Amiac. Rebonsoir, tout le sport. On commence par le football. Ne cherchez pas quelqu'un d'autre, a dit Sepp Blatter cet après-midi. Je suis candidat à ma propre succession pour la présidence de la Fédération internationale de football. Ce soir, vous le savez, il y a Monaco-Marseille, commenté par les amis Christophe Josse et Charles Bietri. Mais avant, vous allez revoir maintenant le but qui a permis à Lorient de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue avec les commentaires. Dans la route. Rivalité, jalousie, trahison, débat et confession chez Jean-Luc Delarue. Puis Passion Dakar, retrouvez l'état de la course et les moments forts de l'étape du jour. France 2. La kiné, ça se discute et Passion Dakar, ce soir sur France 2. L'image du jour sur France 2, avec les concessionnaires Mitsubishi. Histoire de navigation, aujourd'hui en Mauritanie. Les 3 premiers du classement général bloqués par des rochers. Le dernier arrivé, Kenshiro Shinozuka, veut profiter de la mésaventure de ses concurrents et tente de contourner les rochers. Mauvaise pioche. De son côté, Masuoka arrive finalement à franchir l'obstacle. Il termine 3e de l'étape. 3e avec plus de 11 minutes d'avance sur son rival, longtemps ensablé. Une opération raccourcie qui tourne mal, très mal pour Shinozuka.
Bilan, il accuse désormais plus de 28 minutes de retard au général et passe de la 2e à la 3e place. Je m'appelle Kalou et je suis le régisseur général technique sur le Dakar. Allez, c'est parti. Moi je m'occupe un petit peu plus de ce qui est technique, déchargement, installation, mise en place. Et puis d'autre côté, il y a Jean-Luc et Thierry qui eux s'occupent de tout ce qui est intendance, le bien-être des gens, etc. La journée type, c'est de se lever très tôt. Le premier pour essayer de bouger les autres pour qu'ils viennent nous aider à charger les avions. On est à peu près 140 et sur 140, il y a des gens qui ont 2-3 sacs par personne qui pèsent 1 tonne. Donc c'est très physique dès le matin. Partir à l'heure parce qu'on a des impératifs d'aviation qui sont très très stricts. Et après, une fois qu'on se pose, retrouver du monde pour décharger les avions. Fin de journée, redémontage. Une fois que toutes les émissions sont terminées, là, on démonte toute la petite caravane et on remet tout dans l'avion et on est reparti et on recommence le lendemain. C'était Un portrait un jour sur France 2 avec Total. 2 sujets d'envoyé spécial. Livre et politique chez Durand avec Claude Allègre et Jean-Christophe Mitterrand. Puis Passion Dakar, les moments forts de l'état du jour vous attendent au tournant. France 2. Envoyé spécial, Campus et Passion Dakar ce soir sur France 2. Quart de finale de la Coupe de la Ligue en football. Et ensuite, il y aura le journal du Dakar avec une tempête de sable, les conséquences que cela a eu, des étapes très difficiles, des galères absolument énormes la nuit dernière. On vous fera le résumé tout à l'heure. Avant, il y a la météo de Fabienne Amerck. Bonsoir, tout le sport dans tous les vents du monde avec du football d'abord. Jérôme Roten, l'attaquant de Troyes, a signé pour Monaco pour 4 ans. Ensuite, 2 matchs de la 21e journée du championnat qui devait avoir lieu le week-end prochain sont reportés parce que les terrains sont très abîmés. C'est Lyon 3 et Metz-Sedan. Maintenant, on va parler du tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Ligue qui ont eu lieu avec un choc en particulier entre Bordeaux et Monaco. Éric Baird pour les commentaires. Un portrait un jour avec Total. Bonjour, je m'appelle Christophe Briand, je suis coordinateur pour l'Hercule Montage et je gère donc la partie internationale à 26 minutes et je m'occupe des télévisions étrangères présentes sur le terrain. 3, 4, 5, 6 minutes. Pendant la journée, il y a le tournage hélico, le tournage auto. Les cassettes arrivent. Une fois qu'elles sont arrivées, elles sont nettoyées, archivées avec Richard. Et ensuite, une fois qu'elles sont prêtes, elles partent au montage. 5, 6. Et sur place, on a aussi présent avec nous une dizaine de journalistes étrangers, des Belges, des Hongrois, des Libanais, des Chinois, Speed Vision, les Américains, des Brésiliens, des Polonais, des Japonais, des Italiens, des Portugais. Donc on couvre l'ensemble de la planète. C'était Un portrait un jour sur France 2 avec Total. Le milieu des concours hippiques. Les polars se suivent au galop Manantropo avec le commissaire Montalbano. Et pour finir, les plus belles images du jour des bolides du Dakar en cavale. France 2. Nestor Burma, commissaire Montalbano et Passion Dakar, ce soir sur France 2. Le plaisir de vous retrouver depuis Kifar en direct de Mauritanie pour 2 rendez-vous de sport. Tout le sport d'abord avec du ski en Autriche, des dames. Et puis ensuite il y aura le journal du Dakar avec un retournement de situation absolument incroyable en moto. Un des concurrents qui a carrément pété les plombs. On va vous expliquer, on va vous montrer les images. À tout à l'heure, la météo d'abord. Bonsoir, tout le sport. Commençons par une information de football. Il ne faudra peut-être plus dire les hommes en noir en France, dans le football français. La Fédération française de football a autorisé les arbitres maintenant à porter de la pub sur les maillots à partir du 19 janvier. Jérôme Golmar en finale du tournoi d'Auckland. Il va rencontrer l'un des plus grands serveurs du circuit, Greg Ruselski. Et puis ski, l'enquête sur l'accident du décès de Régine Cavagnou, le starter allemand, celui qui donne l'ordre, la possibilité de se lancer sur la piste. Eh bien, il aurait reconnu avoir donné le départ à la skieuse française de la Clusa. Il aurait reconnu sans avoir prévenu avoir donné le départ. Voilà, on le skie toujours maintenant avec une descente en Autriche, commentée par Éric Baird. Un portrait un jour avec Total. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Gérandi et je suis en charge de toutes les relations avec les pilotes sur le Dakar. Tout au long de l'année, chez TSO, je m'occupe de toute la commercialisation de l'événement, donc je suis toujours en contact avec tous les pilotes, donc forcément je les connais bien.
Et c'est un peu la continuité de ce qu'on fait à Paris, quoi. En fait, on leur a vendu le Dakar, on leur a vendu du rêve avant, et puis maintenant on essaye de livrer et de les accompagner un peu dans leurs galères. Right? How was it today? Je fais toujours mon petit tour un peu, à l'avion moto, surtout au médical aussi, pour les aider un peu. T'as brûlé la moto? Comment ça a pris feu comme ça d'un coup? L'assistante sociale en général, on m'appelle. Voilà. Et là, vous avez Hubert Auriol qui me prend en photo et qui rigole parce que je suis en train de lui piquer la vedette. Il va me faire chanter avec ses photos. Hein? Voilà, la frontale, là, comme ça. C'était Un portrait un jour sur France 2 avec Total. Bonsoir, tout le sport avec d'abord du rugby, Coupe d'Europe. Le Stade français a écrasé les Wasps 31-0. Ils étaient déjà qualifiés, mais c'est bien. En football, l'équipe de Gentilgana Fulham a battu Middlesbrough 2-1, 2 buts made in France avec Steve Marley et Sarr. Et puis en football, il y avait aussi un match comptant pour la 21e journée du championnat. C'était cet après-midi. Rennes-Paris Saint-Germain, commentaire Gaël Robic. Un portrait un jour avec Total. Bonjour, je m'appelle Mauro Sanz, je fais le mécano Richard V et je travaille pour une grande équipe KTM pour chercher de gagner la Dakar cette année. C'est pas difficile, c'est important que tu aies un bon pilote qui ne va pas tomber beaucoup, pourquoi sinon tu as beaucoup de travail tous les jours. Je sais que c'est plus difficile avec l'assistance de la voiture parce que tu as fait beaucoup de kilomètres dans la voiture et tout et après tu as de travailler encore. Aujourd'hui, j'ai fait la route. Je suis parti à 4 h du matin. Et après, elle est allée à le départ de la spéciale et à la fin de la spéciale. Et après, encore ici. Plus qu'une équipe, je pense que c'est de faire un rapport de famille, tu sais. C'était Un portrait un jour sur France 2 avec Total. Dans un instant, tout le sport avec notamment la victoire de Laure Pequeño en slalom géant. Le Belge, et puis bien évidemment après le journal du Dakar avec la dernière spéciale autour de la pause. Tout de suite. Bonsoir à tous, tout le sport avec du ski d'abord. Mademoiselle Laure est une géante. Laure Pequeño, française de son état, a gagné le slalom géant de Saalbach en Autriche. Commentaire Gaël Robic et l'incontournable Michel Goldstein. Le plaisir d'être arrivé, le bonheur d'avoir gagné. L'Italien Fabrizio Meoni sur KTM a remporté aujourd'hui son deuxième Dakar d'affilée dans la catégorie moto. Chez les autos, c'est une première. Hiroshi Masuoka s'impose enfin sur Mitsubishi après 15 participations. Beaucoup d'émotions pour les Japonais, son copilote. Le champagne avait un goût salé. À l'appui, nous évoquerons un fléau qui malheureusement s'amplifie. Le carjacking porte des noms de navettes spatiales et de fait, chacune dans son genre est un vaisseau extraterrestre. Jean-Luc Moreau vous le démontre en se faisant aider pour les figures de danse artistique sur glace par un pilote professionnel, Bertrand Ballas. Il n'y a pas qu'au bord de la mer où la vue d'un aileron puisse provoquer une forte décharge d'adrénaline. Si d'aventure vous croisez un de ces deux monstres au détour d'une route de montagne, la morsure risque d'être si profonde qu'elle vous marquera à vie. Dans le panorama automobile actuel, la Subaru Impreza WRX STI et la Mitsubishi Lancer Evolution 7 sont franchement à part. Croisement de berlines familiales et de monstres du championnat du monde des rallyes, elles font plus penser à des créatures du Dr Frankenstein qu'à des modèles de série.
Ça peut paraître étrange, mais même la très exclusive Lamborghini Murcielago et ses 580 chevaux ne procurent pas autant de plaisir au volant que ces deux voitures. La raison, c'est qu'au-delà des performances, elles offrent un constant sentiment de sécurité, quel que soit l'état de la route. Mieux même, on en arrive à souhaiter le mauvais temps pour pouvoir s'amuser. Prenez la Subaru Impreza par exemple. Dans cette ultime évolution baptisée WRX STI, la sage berline s'est muée en bête sauvage. Avec le kit ProDrive, le look est même devenu exubérant, mais traduit bien le tempérament de la machine. Derrière cette gueule béante se cache en effet une version préparée par le département compétition Subaru du célèbre 4 cylindres à plat de la marque. 2 litres seulement mais 265 chevaux et 35 mètres kg de couple grâce à un turbo et un énorme intercooleur refroidi par eau. Pour faire bonne mesure, le châssis adopte des trains roulants raffermis. La transmission intégrale reçoit 2 autobloquants et la toute nouvelle boîte est dotée de 6 rapports. La Mitsu impressionne autant, sinon plus, avec sa ligne ramassée et ses formes anguleuses d'avions furtifs. On la dirait prête à dévorer la route, et figurez-vous qu'elle a de l'appétit. Sous le capot, son 4 cylindres turbo 2 litres fait encore mieux. Il affiche en effet 280 chevaux et un couple record de 39 mètres kg à 3500 tours minute, ce qui signifie coup de pied aux fesses garanti. Au chapitre transmission, un nouveau différentiel central à visco-coupleur piloté électroniquement permet de choisir 3 modes de blocage en fonction de l'adhérence. C'est clair, à bord on est dans une ambiance championnat du monde des rallyes avec les sièges baquets ou les compteurs à fond blanc. Mais il faut bien reconnaître que malgré les logos Rally Art, le département compétition de la marque, la qualité de fabrication est plutôt médiocre. C'est un peu mieux à bord de la Subaru, où une jolie sellerie Alcantara bleu vient égayer l'ensemble. Il y a même un lecteur CD, mais on n'a surtout pas envie de l'allumer pour ne pas manquer ça. Pour parler chrono tout de même, la Subaru accélère de 0 à 100 en 5 secondes 9 et atteint 240 km/h. Encore plus méchante, notre Mitsubishi a pulvérisé le 0 à 100 en 5 secondes 5 et atteint également 240 km/h et passe de 0 à 140 en 5e en un peu moins de 6 secondes, c'est-à-dire aussi bien qu'une Porsche 911 Turbo. Bref, ça déménage, mais surtout, aucune autre voiture de série n'est capable de suivre une telle cadence sur route sinueuse. Un tempérament qui mérite d'ailleurs l'avis d'un pilote professionnel comme Bertrand Ballas. Les sensations de pilotage avec ces deux autos sont exceptionnelles. La différence, je dirais, dans leur créneau, c'est que la Mitsu est déjà une voiture qui se pilote et qui a un comportement de voiture de course. La Subaru est une voiture plus polyvalente, donc la voiture est plus confortable et automatiquement un peu moins précise que la Mitsu. Mais ça reste dans des proportions de voitures très très sportives, en fait, toutes les deux. Alors, le moins de la Subaru, je dirais, c'est un freinage spongieux. Je pense que c'est simplement un problème de look kit de frein parce que les freins sont très bien dimensionnés. Le plus, c'est un compromis, comme je disais tout à l'heure, de voiture entre l'efficacité, l'agrément de conduite, le confort aussi et la sécurité. C'est une voiture facile à conduire et à la limite peut-être trop facile entre guillemets parce que ça arrive vite et il faut composer, il faut anticiper bien sûr. Le moins de la Mitsu, je dirais, c'est son côté purement sportif, c'est-à-dire que la boîte est très courte, la suspension est très ferme. Maintenant, je dirais qu'avec la Mitsu, pratiquement, on pourrait prendre le départ d'un rallye de championnat de France ou de championnat du monde en groupe N. Reste qu'à ce rythme, la Subaru a englouti 35 litres au 100 et la Mitsubishi 40, ce qui n'autorise alors que 110 km d'autonomie avec les 48 litres de son petit réservoir. Un détail me direz-vous, car le rapport prix-plaisir de ces deux voitures est exceptionnel et laisse largement de quoi faire pas mal de plein d'essence. Nous étions aujourd'hui sur les routes d'Espagne, dans la région de Valence, afin de vous faire essayer la nouvelle Mercedes classe E. On se retrouve tout de suite.
en avoir le cul net. Oh, je me sentais aussi petit qu'un cœur de jatte. Et vous croyez qu'on pourrait s'entendre comme cœur et chemise? Mais je le crois, nous nous en donnerions un cul joie. Mais enfin, mais je ne voudrais pas péter plus haut que mon cœur. Mais enfin, mais si le cul vous en dit. Je ne voulais pas passer pour un tir au cœur, alors, comme aujourd'hui, j'ai ouvert mon imperméable et je me suis mis à chanter. De Nantes au Sacré-Cœur, la digue, de Nantes au Sacré-Cul, la digue du cœur. D'enthousiasme, elle s'oublia elle aussi. Ah, vous avez le feu au cœur. C'était un véritable cri du cul. Elle me traita de bourreau des culs, de cœur béni. Je la serrai tendrement sur mon cul et nous nous sommes mélangés les pinceaux. Cœur et cul, accord et à cri, accroche-cul et gratte-cœur, à tout cul et tape-cœur, ventricule et testicœur. Elle m'offrait sa chair, je lui disais, ma chère, moi qui la croyais cœur serré, mais j'avais le cul serré. Je la buvais des yeux, cœur sec. Elle me grignotait en susurrant mon petit camembert fait à cul. Magnifique histoire, classé cœur, entre deux culs à la dérive. Elle est morte d'un arrêt du cul. C'est pas de cœur. Elle qui avait l'intelligence du cul. Voilà, vous savez tout. Des choses comme ça vous laisse des blessures au cul qui ne se referment jamais. Comme si je l'avais apprise par cul. De quoi vous mettre la tête dans le cœur. Pas étonnant qu'on devienne cul d'artichaut. Comme dit le poète, le cul a ses raisons que la raison ne connaît point. À votre bon cul, messieurs, dames. À votre bon cul. Bravo, monsieur Oka. C'est superbe. Je suis profondément amoureux de ces mots. Tu reviens quand tu veux. Comme disait Jacques Martin, tu te rappelles? Oh, ben je me rappelle. Tu reviens quand tu veux. Nous, tu es ici, chez toi. Tu es ici, c'est vrai. Tu es ici chez toi, dans cette émission où il y aura des gros éclats de rire, etc. J'aimerais bien avoir de temps en temps ton petit œil de poète. Ça me fait très plaisir. Je voudrais qu'on t'applaudisse encore. Je suis amoureux de ça. Ça doit être très difficile à faire en plus. Ouais, mais en plus, non, il y a un truc. Ça doit être très difficile à apprendre. Ce qui doit être très dur, c'est à jouer, parce qu'il y a un superbe talent de comédien. Ça va pas être facile de l'apprendre par cul. Non. De l'apprendre par cul, oui. Joli. C'est vrai que j'ai répété des milliers de fois, et c'est encore casse-gueule. Puisqu'on est dans les poètes, dans les gens qui aiment les mots, tous les mois, on va faire l'homme du mois. Et incontestablement, l'homme du mois, c'est Johnny Hallyday. Parce que Johnny, malgré tout ce qu'on dit, eh ben, il l'a fait, ce Dakar. Il est allé au bout. Et puis, il y a des gens qui ont été beaucoup plus célèbres on a fait plein de couvertures de journaux avec des inconnus. Et l'autre, il est allé au bout de son truc. Moi, je trouve ça formidable. Mais Johnny reste Johnny. Donc, j'étais obligé. Johnny, je t'aime. Qu'est-ce que t'as fait encore à Johnny? Je t'aime, mais j'ai recréé l'interview à l'arrivée du Dakar. Je crains le pire. Alors, Johnny, bonjour. Bonjour. Après ce Paris-Dakar, quelles sont vos impressions? En fait, on est parti de Arras, pas de Paris. On est parti de Arras et on est arrivé à Dakar avec mon ami René Metsch comme copilote. Vous avez donc traversé le désert? Oui, parce que quand on part de Arras, il faut traverser le désert pour arriver à Dakar avec mon ami René Metsch comme copilote. Bien sûr. Quels sont vos meilleurs souvenirs? Ils sont au nombre de 2. Quand on est parti de Arras, en premier, et après quand on est arrivé à Dakar avec mon ami René Metsch comme copilote, c'est 2 souvenirs qui marquent. Très bien. Vous aviez, je crois, René Metsch comme copilote, votre ami? Oui, je ne vous l'avais pas dit, mais je n'étais pas tout seul. J'avais René Metsch comme copilote. Et qu'est-ce que vous aviez comme voiture? J'avais un 13. Pardon? 13. Et 4x4. 4x4. 13. Facile. Vous avez déclaré, Johnny, et c'est authentique, oui, pendant ce Dakar, si on n'avait pas perdu 1h15, on serait arrivé 1h15 plus tôt. J'ai dit ça, oui. Oui. N'est-ce pas une lapalissade? Non, non, dans le désert, il n'y a pas de palissade, il y a du sable, quelquefois peut-être, mais c'est tout. D'accord. Maintenant que vous êtes dans le sport, Johnny, est-ce que vous aimeriez faire un autre sport, par exemple? Assez, oui. J'aimerais peut-être faire le Tour de France. Cycliste? En vélo, plutôt. Surtout si j'ai mon ami René Metsch comme copilote.
Et si le Tour de France pouvait partir d'Arras pour arriver à Dakar. Dakar, oui, d'accord. Et le football? Bien aussi. J'aimerais bien faire la Coupe du Monde de foot, vu que la dernière fois j'étais dans les tribunes avec mon ami René Metz comme copilote. Et là, j'aimerais bien être sélectionné pour le tournoi. Oui, mais pour ça, il faut demander son avis à monsieur le maire. C'est pas un problème. S'il faut divorcer, je divorce, je me remarie. Avant de conclure, Johnny, vous aviez fait un pari si vous arriviez au bout de ce Dakar. Exact. J'ai donc vais tenir mon pari. J'ai pris des révolutions. J'ai décidé d'arrêter de fumer. Alors, devant vous, je vais jeter mon dernier paquet de cigarettes, je te le rends. Depuis si longtemps. Boire. Alors, je vais te rendre ma dernière bouteille de whisky. Merci. Et puis, j'ai aussi décidé, si j'arrivais au Dakar, d'arrêter de faire l'amour. Et je vais te rendre le portable de ta femme. Vous connaissez ma femme? Oui, j'ai très bien connu ta femme avec mon ami René Medj comme copilote.